7h30, c'est l'invité café. Dominique Morvan, bonjour. Bonjour. Alors, le Dixit, la revue économique, sociale et culturelle de Polynésie française, vient de sortir, hein, c'est tout chaud, c'était cette semaine, c'est ça? C'est ça, elle est sortie mardi. Mardi, alors c'est le 27e numéro, 293 pages, les articles s'articulent autour de thèmes forts tels que, nous le verrons, le transport aérien, le tourisme, le secteur énergétique, l'économie sociale et solidaire ou encore l'art contemporain polynésien. Alors cette année, vous le soulignez d'emblée dans votre édito, c'est le secteur du tourisme que vous mettez en avant. Donc, parce que vous écrivez, c'est un secteur qui nous donne des perspectives, les perspectives d'un avenir où chacun pourrait trouver sa place. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Alors déjà parce que c'est le premier secteur économique du pays, ça l'a toujours été, hein. Mais là, on a eu l'embellie de l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes, qui va donc normalement booster. Quand je dis normalement, évidemment, il se pourrait qu'il y ait un événement international ou quelque chose qui vienne bloquer, ce qui est déjà arrivé le 11 septembre 2001. Mais normalement, dans des perspectives, on va dire, paisibles, la progression va continuer. On a passé le cap des 200 000 touristes. Oui. On va se diriger vers un 230 000 touristes avec des objectifs sur 300 000 touristes d'ici 10 ans. Oui, avec parallèlement des enjeux, donc suffisamment de places dans les hôtels, etc. Voilà, ça c'est vraiment un vrai enjeu, l'hébergement, parce qu'aujourd'hui, bon, on arrive à absorber les nouveaux touristes, parce qu'on avait des taux de remplissage qui étaient de 50, 60. Là maintenant, on augmente le remplissage des hôtels. Il y a des projets d'ouverture, de réouverture d'hôtels, puisque des hôtels étaient fermés qui vont réouvrir. Il y a aussi des aides aux pensions de famille pour qu'elles puissent construire de nouveaux bungalows. Et puis, voilà, on attend aussi d'autres investisseurs. On sait que le village tahitien est dans les tuyaux, donc maintenant, j'espère que ça va démarrer. Oui, sortir des tuyaux un jour. Ouais. La ligne éditoriale de votre revue n'a pas changé, vous le dites, à savoir donner un panorama de l'activité du pays avec une vision résolument optimiste. Alors, est-ce que ça veut dire que vous fermez les yeux sur tout ce qui ne marche pas dans l'économie ou dans le social en Polynésie? Non, parce que par exemple, pour prendre le social, on avait fait un gros dossier sur la pauvreté, mais donc d'année en année, on essaye aussi de changer les perspectives. Alors, quand on parle de pauvreté, évidemment, on se base sur la réalité, donc on va à la rencontre des personnes qui travaillent sur le thème, hein. On avait fait un gros dossier avec le père Christophe, entre autres. On peut parler de secteurs qui sont à l'arrêt ou en difficulté dans la mesure où on donne des plans de campagne, des perspectives pour sortir de cet arrêt. C'est ça, en fait, être positif. C'est oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais on peut faire en sorte. Donc, comment? En fait, on essaye toujours d'être dans le comment, dans le factuel, parce que on nous annonce toujours des objectifs faramineux, mais qu'est-ce qui est mis en place pour atteindre ces objectifs? Pour les atteindre. Voilà. En tout cas, vous faites un lien entre l'instabilité politique qui a régné en Polynésie française entre 2004 et 2014, avec 13 gouvernements qui se sont succédés en 10 ans, et la santé de l'économie du Fénois, une instabilité qui a fait fuir les investisseurs, si on ajoute bien sûr la crise économique et financière mondiale. Tout ça montre en tous les cas la fragilité de notre tissu économique qui est composé, n'oublions pas, pour plus de 60% en tous les cas de petites entreprises. Tout à fait. Et c'est vrai que les investisseurs, avaient peur, oui, ça c'est sûr, et même les investisseurs locaux, parce que on a des grosses entreprises, des grosses familles qui investissent dans le pays. Mais dans une période d'instabilité, même eux avaient un peu freiné tous ces investissements. Donc ils sont repartis, et on le voit bien. Vous voyez que tout est à droite, à gauche, des constructions se mettent en place. Alors, je dis pas que la panacée, c'est de construire, mais il faut que ça corresponde à des vraies demandes, en fait. Par exemple, le logement social. On a encore de gros besoins. On a 3000 logements à fournir. Et j'entends parfois des personnes avoir des réflexions sur c'est dommage d'avoir des résidences à 2 ou 3 étages, mais ce qui est très dommage, c'est que des gens n'aient pas de logement. Donc il faut bien avoir des réponses adaptées aux problématiques.
Alors, dans ce nouveau numéro, vous publiez également, comme à chaque fois, le classement des 200 premières entreprises du Fénois et les 200 premiers employeurs. Oui. Alors, au premier rang des entreprises de ce classement, on trouve la compagnie Air Tahiti Nui, devant le groupe des TNJ, beaucoup d'hôtels, j'en ai compté, il y en a 19. Et Polynésie la première, d'ailleurs, est classée également, oui. 40e. Sur quels critères vous êtes-vous appuyé pour établir ce classement? Alors, donc, ce sont des chiffres qui nous sont fournis par l'ISPF, l'Institut de la Statistique, qui recueille les liasses fiscales. Donc, chaque entreprise est tenue de donner son chiffre d'affaires. C'est une obligation, hein. Et donc, voilà, il y a rien de... C'est pas la loterie, hein, ce sont vraiment les chiffres. Alors, par contre, ce que l'ISPF nous donne, c'est le classement par tranche de 500 millions. Donc, charge à nous de prendre nos téléphones et ou de contacter toutes les entreprises pour leur demander leurs chiffres, et donc on recoupe. Et effectivement, ceux qui ne veulent pas donner leurs chiffres, c'est les fameux NC, non communiqués. Ils sont entre deux sociétés qui ont donné leurs chiffres, donc on a une idée du chiffre qu'ils font. Alors vous avez, j'imagine, beaucoup d'abonnements à votre numéro. Qui c'est qui s'abonne surtout à votre magazine? Déjà tous les chefs d'entreprise, tous les gens qui entreprennent, mais aussi des étudiants. Ça, c'est très important pour eux, parce que non seulement ils ont des chiffres, mais ils ont aussi des possibilités de chercher du travail en sortant, puisqu'il y a à la fin du Dixit un carnet d'adresses qui est complet. Mais il y a aussi des personnes vraiment qui veulent juste comprendre l'économie du pays. Et on avait observé, même ça c'était à un niveau mondial, hein, en France, aux États-Unis, un regain d'intérêt pour les magazines d'économie après la crise financière, parce que les gens ont perdu de l'argent ou tout simplement ils ont senti qu'il fallait qu'ils comprennent ce qui se passait. Donc en fait, c'est un public très large. Très large. Oui, et en plus, alors il est facile d'accès, j'allais dire, au plus grand nombre. Oui, alors on a revu la maquette au fil des années pour avoir une lecture qui s'apparente un petit peu à l'internet, c'est-à-dire beaucoup d'encadrés. Les gens ne lisent plus, ils vont pas passer 20 minutes à lire un article qui fait 4 pages, ça n'existe plus ça. Donc il faut donner une dynamique aux articles, hein, beaucoup de photos, des encadrés, des chiffres, même les légendes qui illustrent les photos apportent une petite information différente. Alors, vous parlez, je le disais, du transport aérien, c'est l'une des rubriques, un des dossiers donc de ce 27e numéro. La concurrence dans le transport aérien a permis de faire baisser les prix des billets d'avion avec les arrivées de French Bee, United Airlines, en attendant la mise en service d'une nouvelle compagnie locale, Highlands Airlines. Alors en part de marché, French Bee s'est très vite positionné en deuxième place avec 13% de part de marché, juste devant Air France, 11%, loin derrière Air Tahiti Nui, 58% de part de marché. Alors la concurrence, c'est le levier, vous pensez, sur lequel il faut agir et continuer à agir dans d'autres secteurs, comme par exemple la grande distribution? La grande distribution, alors c'est vrai que c'est très très difficile. Comme vous regardez le tableau des premières entreprises, vous voyez à quel point le groupe Carrefour Van, champion, est vraiment très très important. Mais il y a en face ce groupe Hyper U aussi qui a et puis plein de petites entreprises qui ont des spécificités, qui justement ont repensé leur marketing pour, par exemple, en ouvrant 24 heures sur 24 ou en proposant des produits originaux. Donc chacun, en fait, avec des groupes très forts, est obligé de trouver sa signature, son identité. Mais c'est vrai que l'ouverture à la concurrence, il n'y a pas meilleur levier. On le voit dans les télécoms. Avec Vodafone et Viti, on a, en tant que client, des possibilités maintenant de choix, et puis les prix ont baissé. Mais pourquoi ça ne peut pas marcher aussi efficacement, j'allais dire, dans ce secteur, la grande distribution? Parce que dès le départ, il y a des présences extrêmement fortes. Quand vous dites des présences, c'est quoi? C'est des lobbies? C'est quoi? C'est ce groupe fort, Carrefour Champion. Donc, étant très implantés et ayant une centrale d'achat très puissante, ils peuvent offrir des prix très difficiles à concurrencer, en fait, hein, parce que là, on en revient toujours au nerf de la guerre, l'argent. Donc, les prix. Et il faut avoir les reins solides. Si vous revenez, par exemple, sur l'aérien, c'est certain que ATN a dû réagir tout de suite après l'arrivée de French Bee en baissant ses prix. Alors, comment ça va se passer dans la durée? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour pouvoir aussi
tenir continuer, parce que là, ils sont encore première entreprise. Probablement l'année prochaine aussi, puisque French Bee est arrivé en cours d'année. Mais rien n'est acquis. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de parler de tous les dossiers que vous abordez. Vous intéressez, cela dit, à l'économie sociale et solidaire, un secteur, vous dites, qui se structure à Tahiti. Oui. Alors, on a pris l'exemple d'une initiative qu'on retrouve vraiment formidable, Alter Océan. Donc, c'est un groupement qui permet aux individus, par exemple, qui font de l'agriculture, de la pêche ou de l'artisanat, de pouvoir faire de la conserve ou d'autres produits. Par exemple, vous êtes cultivateur, vous pouvez réaliser des produits transformés, parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez fonctionner, il faut transformer vos produits. Si vous faites de la patate douce, il faut produire de la chips, par exemple, ou du flocon de purée. Donc voilà, ça c'est un labo, Food Lab, il s'appelle, qui permet de transformer les produits. Parce que personne aujourd'hui ne peut avoir son propre labo. Enfin, c'est cher, donc d'avoir un labo commun pour plusieurs personnes, c'est formidable. Merci beaucoup, Dominique Morvan. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice éditoriale, également consultante en communication et présidente d'honneur, donc de la revue Le Dixit. Dans cette revue, à lire l'entretien de Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui, ou encore celui de Teva Rofrich, vice-président de la Polynésie française, et Dixit donc est disponible depuis mardi dans les kiosques. Merci. Merci beaucoup. C'était l'invité café. 7h